Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire de candidats à employer, les clés d'un entretien d'embauche réussi. Merci beaucoup d'être présents avec nous aujourd'hui. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc ça nous fait très plaisir. On va juste attendre quelques instants. Je vais commencer avec l'introduction pour attendre que tout le monde se connecte. Pour commencer, je souhaitais déjà vous préciser que ce webinaire va être enregistré et l'enregistrement vous sera ensuite envoyé par email à la fin du webinaire. Si jamais vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les ajouter directement dans le chat tout au long du webinaire. On prendra en fait quelques minutes, environ 10 minutes pour y répondre à la fin du webinaire avec Christine. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Je vais regarder tout de suite vos commentaires. Super, ça a l'air de tout bien fonctionner. C'est super, trop bien. Je suis contente. Du coup, aujourd'hui, Christine va vous partager une multitude de conseils précieux pour réussir vos entretiens d'embauche. Je vous invite donc à vous installer confortablement, à mettre votre téléphone de côté et à vous munir de quoi prendre des notes, une petite bouteille d'eau ou un thé pour rester bien hydraté. Allez, c'est parti. Alors, je me présente, je m'appelle Mylène et je suis ravie d'être la modératrice de ce webinaire aujourd'hui. J'accompagne les chercheurs d'emploi à trouver le job de leur rêve via la plateforme jobup.ch, la plateforme d'emploi leader en Suisse romande. Alors, jobup.ch, c'est une plateforme en ligne qui vous permet d'accéder à de nombreuses offres d'emploi dans tous les secteurs d'activité. Vous pouvez postuler aux offres d'emploi disponibles directement sur jobup.ch. Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez créer facilement un job mailer pour recevoir directement par email les dernières offres d'emploi qui correspondent à vos critères. Vous pouvez également créer un profil sur jobup.ch, ce qui vous permet d'augmenter votre visibilité auprès des recruteurs dans notre base de CV. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Christine. Bonjour Christine. Bonjour Mylène. Merci beaucoup pour Christine, l'invitation. ouais, Je suis ravie rien, d'être présente aujourd'hui. ça nous fait aussi très plaisir que tu sois là et qu'on puisse organiser ce premier webinaire autour de la thématique des entretiens d'embauche. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier de job coach? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité? Oui, bien sûr. Alors, mon métier de job coach consiste à accompagner les candidats pendant tout le processus de recherche d'emploi, que ce soit depuis la clarification du projet professionnel jusqu'à la préparation aux entretiens d'embauche, en passant par tout ce qui est dossier de candidature et stratégie de recherche. Donc, je vais parler un petit peu de qui je suis pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, il faut savoir que moi, j'ai un parcours qui est loin d'être linéaire, puisque j'ai commencé ma carrière en tant que conseillère de vente dans une parapharmacie. J'ai ensuite entamé une reconversion professionnelle à travers un bachelor RH en France. Et après 18 mois en poste, j'ai décidé avec mon compagnon et mon mari aujourd'hui de tenter l'aventure en Suisse. Donc après 6 longs mois de recherche, j'ai enfin réussi à décrocher un poste de gestionnaire RH à Carouge dans le canton de Genève. Donc ça s'est pas fait sans mal, mais voilà, l'objectif a été atteint. Et après 4 années en poste, donc le recrutement faisait partie de mes missions. Euh, J'étais en charge de recruter les collaborateurs en interne. Donc j'ai décidé de mettre en pause ma carrière professionnelle. La maternité est passée par là et j'ai réalisé un projet personnel qui me tenait à cœur, pardon. Et donc je me suis expatriée en Espagne. Et en 2021, j'ai eu envie de me lancer dans l'entrepreneuriat à travers cette activité de coach emploi pour la Suisse. Donc, il faut savoir que depuis que je suis coach emploi, j'ai accompagné environ une soixantaine de candidats dans leur recherche sur différents types de formules d'accompagnement. Aujourd'hui, j'ai 22 000 abonnés sur LinkedIn et j'ai une newsletter également avec plus de 2800 inscrits sur laquelle je partage des conseils qui sont beaucoup plus concrets, beaucoup plus pragmatiques que ce que je peux partager sur LinkedIn. Donc, je vous invite d'ailleurs à vous inscrire si vous souhaitez avoir des conseils de manière assez récurrente directement dans votre boîte mail. Et je suis partenaire de JobUp et de Better Study, une école en ligne pour les métiers de la comptabilité et des RH. Donc voilà, c'est notamment grâce à ce partenariat avec JobUp que je suis présente aujourd'hui et j'en suis ravie. Donc ma mission finalement à travers tout ce processus, c'est d'aider un maximum de candidats à mieux comprendre les attentes des recruteurs suisses et notamment à mieux comprendre aussi quelles sont les techniques de recherche d'emploi.
Donc, on a réservé une petite surprise pour tous les participants. Ça va être une liste de 10 questions délicates à préparer parce qu'on sait à quel point la clé d'un entretien d'embauche réussi, c'est la préparation. Donc, voilà, à travers ces 10 questions, vous aurez de quoi déjà réfléchir et structurer vos réponses, notamment grâce aux conseils que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, Mylène partagera le lien à la fin de la présentation. Alors, maintenant que je vous en ai dit un petit peu plus sur moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vous. Est-ce que vous pourriez me dire combien d'entretiens avez-vous décroché depuis le début de votre recherche d'emploi? Donc, je vous laisse répondre dans le chat directement. Donc, mettre un A si jamais c'est 0, mettre un B si c'est entre 1 et 5, mettre un C si c'est entre 6 et 10, et un D si c'est plus de 10. Alors, j'en profite du coup pour regarder dans le chat vos différents retours. On va attendre quelques secondes. Donc, n'hésitez pas à mettre A pour 0, B entre 1 et 5, C entre 6 et 10, D plus de 10. Ça nous permettra de voir un peu comment vous vous situez, parce que vous êtes nombreux aujourd'hui. Et ça nous permettra aussi d'adapter un peu les différents conseils. Alors, de ce que je vois, il y a beaucoup de B. Okay. Le A viendrait en deuxième et le C en troisième. Majoritairement du B, ensuite un tout petit peu de A. Ouais, c'est vraiment la tendance qui se dessine, ouais. D'accord. Oui, donc relativement peu finalement par rapport à un processus de recherche d'emploi. Ok. Deuxième question pour vous. Comment décririez-vous généralement votre ressenti avant un entretien d'embauche? Est-ce que vous êtes plutôt très nerveux? Est-ce que vous êtes légèrement anxieux? Est-ce que vous êtes plutôt confiant mais avec une petite pointe de stress? Ou est-ce que vous êtes très confiant et à l'aise? C'est pareil, je vous laisserai mettre le numéro qui correspond à votre situation directement dans le chat. Bon, moi, je crois que j'aurais mis la 2, parce que c'est jamais Ouais, évident. c'est vrai. Et après, voilà, le stress, il fait aussi partie du jeu, hein, c'est normal. Limite, il vaut mieux être un petit peu stressé quand même. Ouais, et puis ça permet aussi de bien se préparer et ouais. De mesurer l'enjeu, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Alors, de ce que je vois, pas mal de 3. J'attends un petit peu. En fait, ça a l'air d'être assez homogène entre 3, 1 et 2. D'accord. Euh, je vois pas de 4. Personne n'est très Ouais, confiant. Ah si, un 4. Bravo. ok. Oui, pas mal de 3, pas mal de 2, pas mal de 1. Et un tout petit peu de 4. D'accord. Oui, donc la tendance, ça reste quand même un petit peu d'anxiété, un petit peu de stress, ce qui est complètement normal, hein. Après, ce que j'aime rappeler, c'est qu'une fois qu'on a décroché un entretien, on a fait le plus dur, j'ai envie de dire, et c'est important quand même d'en prendre conscience et de se dire que ça reste une petite victoire, même si on n'a pas encore de visibilité sur la suite du processus. C'est important, voilà, de se dire qu'on a été capable déjà de le faire, et après, ben, à vous de jouer finalement pour mettre toutes les chances de votre côté et faire en sorte que la décision finale soit positive. Merci d'avoir participé du coup à ce petit questionnaire. Donc aujourd'hui, je vais vous partager plusieurs choses. On va essayer de répondre à ces questions. Comment faire la meilleure impression possible en entretien? Comment mettre en valeur vos compétences et expériences en fonction du poste cible? Comment répondre aux questions pièges sans transpirer? Comment continuer à marquer des points même après l'échange? Donc l'objectif, c'est que vous repartiez avec des clés pour mettre toutes les chances de votre côté le jour J, faire la meilleure prestation possible et favoriser votre recrutement. Donc, on va commencer directement avec la première impression. Coco Chanel a dit: vous n'aurez pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. C'est une phrase qui fait sens et qui démontre bien l'importance de ce premier contact avec votre interlocuteur. Donc, l'entretien, évidemment, ça ne déroge pas à la règle. Il faut savoir qu'à travers votre dossier de candidature, le recruteur s'est déjà fait une idée sur vous. Et après, la rencontre, que ce soit en physique, que ce soit en ligne, va aussi soit conforter son idée, soit peut-être qu'il aura justement un autre a priori sur vous. Mais quoi qu'il en soit, dites-vous que si vous êtes convoqué à un entretien, votre profil professionnel est validé, et ça aussi, ça reste une bonne nouvelle. Donc, voilà, gardez en tête que c'est toujours positif à ce niveau.
Alors, le premier levier pour faire une bonne première impression, c'est la communication non verbale. Qu'est-ce que c'est? C'est le langage corporel, tout simplement. Donc, tous les éléments qui n'ont pas de lien direct avec la parole, avec votre discours. Pourquoi c'est important pour le recruteur? Parce qu'il va interpréter votre langage non verbal. Parfois, ça peut être de manière inconsciente. Et vous, votre rôle en tant que candidat, c'est de faire en sorte que votre discours soit en lien avec votre langage corporel. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut que le message transmis à travers votre langage corporel soit positif. Donc là, ça va passer par plusieurs éléments à prendre en compte. Ça peut peut-être paraître des éléments qui, pour vous, semblent assez basiques et logiques, de bon sens, mais je vous garantis qu'après avoir moi-même fait du recrutement et après avoir échangé avec de nombreux recruteurs, c'est pas toujours encore validé à 100%. Donc, au niveau de la posture, ça peut paraître bête, mais voilà, se tenir droit, avoir plutôt le buste en avant, sans bomber non plus le torse, mais en tout cas, ne pas être avachi et se tenir suffisamment bien. Au niveau de la gestuelle, donc là, il faut être vigilant à tout ce qui est geste d'autocontact. Ça va être le fait de se toucher le visage, de se toucher les cheveux, de jouer avec le stylo. Voilà, tout ça, c'est des petits signes qui peuvent démontrer une certaine anxiété, un petit stress à votre interlocuteur. Après, au niveau des expressions du visage aussi, soyez vigilants. C'est tout bête, c'est une fois de plus, mais sourire, on peut avoir tendance à l'oublier parce qu'il y a le stress qui est là, parce qu'il y a l'enjeu, il y a la pression. On peut avoir aussi le visage qui a tendance à se figer, mais voilà, essayez quand même de faire peut-être aussi avant l'entretien des petits exercices, notamment au niveau de la mâchoire pour l'assouplir et faire en sorte que voilà, vous puissiez sourire plus facilement. Et enfin, le regard, c'est important que vous puissiez regarder votre interlocuteur dans les yeux. Je sais que ça peut parfois déstabiliser aussi. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à regarder au niveau des sourcils. Comme ça, vous ne regardez pas directement dans les yeux, mais vous regardez quand même au niveau du regard et ça passera beaucoup mieux. Ensuite, il y a la poignée de main. Donc là, évidemment, il faut qu'elle soit suffisamment ferme pour démontrer votre énergie et votre dynamisme. Attention aux personnes qui ont tendance à avoir les mains moites. C'est pareil, ça peut être un détail, mais il faut vraiment être vigilant à tous les détails. La tenue vestimentaire, donc une tenue professionnelle et surtout adaptée à votre poste. Donc là, ça va dépendre de votre poste ou du secteur d'activité en question. Misez sur des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise, vous êtes en confiance, ça aussi c'est important. Et enfin, tout ce qui est hygiène, apparence physique, ça passe par la coiffure, ça passe par le maquillage, ça peut passer par la barbe bien taillée pour les hommes, les ongles propres, les chaussures propres. Attention aussi aux ongles pour les femmes, qu'il n'y ait pas de vernis écaillé. Parce que tout ça, ça renvoie des signaux qui peuvent être justement dévalorisants auprès du recruteur. Et enfin, il y a un dernier aspect qui fait partie du langage corporel, c'est le langage paraverbal. Là, ça concerne tous les éléments en lien avec la voix. Donc, libre à vous de moduler votre voix, de faire en sorte de varier certaines intonations, de marquer des temps de silence aussi, pour faire en sorte que votre discours soit agréable à écouter. Et c'est aussi un bon moyen de captiver en fait votre interlocuteur en jouant sur cet aspect-là de paraverbal. Donc, soignez votre communication non verbale tout autant que votre communication verbale, c'est vraiment important. Et pour le recruteur, vous écouter doit être agréable. Le deuxième levier pour faire une bonne première impression, c'est tout simplement le savoir-être. Donc là, c'est pareil, c'est un critère qui revient régulièrement de la part des recruteurs au niveau de son importance, notamment. Donc, ça peut être des choses qui somme toute sont assez basiques, mais je vous garantis qu'une fois de plus, c'est pas toujours fait dans la pratique. Donc ça veut dire être ponctuel, ça veut dire être à l'écoute, être bienveillant, respectueux, être humble, s'intéresser sincèrement à l'autre et être dans une attitude positive. Donc il faut savoir que certains recruteurs accordent plus d'importance au savoir-être, au savoir-faire, partant du principe que le savoir-faire, on peut toujours l'apprendre. Contrairement au savoir-être, où là, pour le coup, c'est plus difficile de modifier la personnalité d'une personne. Et enfin, le dernier levier pour faire la première bonne impression possible, c'est le pitch de présentation. Donc là, généralement, c'est votre réponse à la fameuse phrase « Parlez-moi de vous, présentez-vous ». C'est vrai que c'est une phrase qui peut créer un petit peu de stress aussi, et pourtant on sait qu'elle va tomber.
Mais malgré tout, elle est un petit peu délicate à répondre. C'est jamais évident de parler de soi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de construire un pitch qui soit suffisamment percutant, suffisamment impactant et qui donne envie, en fait, d'en savoir plus. Il faut savoir qu'un pitch bien construit mettra le recruteur dans de meilleures dispositions pour la suite de l'échange. Généralement, le recruteur, après, voilà, ça reste, il n'y a pas de statistiques là-dessus, mais moi, en tout cas, quand j'avais affaire à un candidat qui déjà, par son pitch, me donnait envie d'en savoir plus, forcément, j'étais plus encline, en fait, à être peut-être moins dure, entre guillemets, dans mes questions par la suite. Parce que j'avais eu justement cette bonne première impression et j'avais envie de confirmer finalement cette première impression. Alors, par rapport au pitch, il faut savoir que c'est vraiment une bande-annonce. Il faut que vous puissiez déceler voilà, certains moments forts de votre carrière qui sont en lien évidemment avec les besoins du poste. Et là, l'idée, c'est de donner envie à votre interlocuteur d'en savoir plus. Donc, il y a plusieurs erreurs à ne pas commettre. J'en ai listé quelques-unes ici. Ça va être de se présenter par ordre chronologique, sauf si évidemment on vous le demande expressément. Mais parce que ça a tendance à tout de suite être ennuyeux, être monotone. Ça n'apporte rien de plus par rapport à votre CV généralement. Donc voilà, ça c'est plutôt à éviter. Tout ce qui est pitch supérieur à 3 minutes aussi, on arrête. Tout simplement parce qu'on perd l'attention du recruteur. Moi, j'ai eu des fois des candidats qui, pendant 10 minutes, me parlaient que d'eux. C'est très, très long. Et surtout, à un moment donné, on décroche. Donc, soyez voilà, attentifs à faire un pitch entre 2 et 3 minutes maximum. Ne pas illustrer ses propos par des exemples précis. Donc là, c'est pareil, vraiment au moment de l'entretien. Là, je parle du pitch, mais ça pourrait être valable pour n'importe quelle question. C'est à chaque fois, si j'avais même qu'un conseil à donner, c'est d'illustrer toujours vos propos par un exemple concret. Et enfin, ça va être de parler de sa vie personnelle ou familiale. Ça, effectivement, ça n'a pas sa place pendant le pitch, ni même pendant l'entretien de manière générale. Ou alors de parler de choses négatives ou de s'attarder sur des choses qui s'attardent plus sur le passé. Voilà, donc l'idée, c'est toujours quand même d'adopter un vocabulaire qui soit aussi positif, comme les termes par exemple problème, difficulté, tout ça, on évite au maximum pendant le pitch et même pendant l'échange de manière générale. Donc, il y a des règles à respecter au niveau du pitch. Donc, l'idée, c'est de résumer votre parcours professionnel en mettant en évidence des pôles d'expertise. Donc, ça passe par effectivement une bonne connaissance de soi. C'est d'annoncer des résultats chiffrés. On en revient aux exemples concrets. C'est de mettre l'accent sur l'adéquation entre votre profil et le profil recherché. Parce que c'est surtout ça que la majorité des candidats ne fait pas. C'est ce lien entre les compétences du candidat et les besoins du poste à pourvoir. Et enfin, on en revient un petit peu avec le dernier point, c'est de démontrer votre bonne compréhension des enjeux du poste et de l'entreprise. Donc au niveau des étapes, pour construire votre pitch, il y a un premier focus à faire sur le présent. Donc tout simplement en expliquant ce que vous faites, quelle est votre identité professionnelle. Ça peut être, voilà, je suis une professionnelle RH avec X années d'expérience au sein de différents types de structures, allant de la PME à la multinationale. Après, une fois de plus, à adapter en fonction de l'entreprise cible. Faire un petit focus sur le passé en soulignant quelques points forts, justement, de votre parcours en lien avec l'offre. Et en fait, expliquer ce qui vous plaît aussi dans ce métier. Ça, c'est trop souvent oublié, alors que je trouve que c'est important. Ça permet de ramener un petit peu de storytelling. Le storytelling, c'est l'art de susciter des émotions à travers son histoire à son interlocuteur. Et c'est vrai que c'est important de garder en tête qu'un recruteur va aussi accorder de l'importance à comment vous l'avez fait ressentir, comment est-ce qu'il s'est senti à votre contact. Donc, le fait de raconter ce qui vous plaît, généralement, pourquoi vous faites ce métier, c'est quelque chose qui va tout de suite embarquer votre interlocuteur. Et enfin, à la fin de votre pitch, faites un focus sur le futur. C'est quand même ce qui est important, c'est quand même les raisons qui font que vous êtes face à votre interlocuteur ce jour-là. Donc, les raisons de votre candidature, en orientant également sur tout ce qui est bénéfice pour l'entreprise. Donc là, c'est pareil. Généralement, le pitch, il est très auto-centré. Le candidat va avoir tendance à parler de lui, de ses compétences, de ce qu'il a fait. Mais à aucun moment, il fait le lien avec
les besoins de l'entreprise. Donc, voilà, n'hésitez pas vraiment à faire ce parallèle parce que ça vous permettra de vous démarquer. Je vous garantis que la majorité des candidats ne le fait pas. Ensuite, on va parler maintenant de comment mettre en valeur vos compétences et vos expériences par rapport à ce poste. Donc là, il va falloir adapter votre discours aux besoins spécifiques du poste et démontrer les éléments en adéquation. Ça, c'est quelque chose qui, normalement, a déjà été fait au moment de la postulation, donc en amont de la candidature. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est jamais trop tard, mais il va falloir le faire maintenant. Tout simplement parce qu'en analysant l'offre d'emploi, vous allez pouvoir vraiment décrypter en fait les mots qui sont importants, les missions importantes, les mots-clés. Au niveau du profil recherché, ça va être quelles sont les compétences qui sont indispensables et vous allez pouvoir après mettre le focus sur ces éléments. Donc, ça va passer par voilà, décrypter l'offre en repérant les mots-clés, comparer ensuite les mots-clés de l'annonce avec votre profil pour vérifier le taux d'adéquation. Donc là, c'est assez basique hein, comme travail à faire, mais c'est vraiment, je vous incite vraiment à le faire, c'est de prendre ne serait-ce qu'un fichier tableur et de mettre une première colonne avec les missions et les compétences exigées pour le poste, et ensuite la même chose, mais avec votre profil. Et là, vous regardez quels sont les points où vraiment il y a un match parfait, quels sont les autres points où, par exemple, il y a peut-être des lacunes, entre guillemets, de votre côté, en tout cas des éléments peut-être que vous ne maîtrisez pas. Ça vous permettra de gagner en clarté sur les points d'adéquation entre votre profil et le profil recherché et d'identifier vos axes d'amélioration et vos atouts. Vous aurez une vision beaucoup plus claire et vous serez beaucoup plus à l'aise au moment d'en parler directement face au recruteur. Donc, comment faire? Donc, l'idée, c'est de démontrer votre bonne compréhension des attentes et des exigences du poste, ainsi que des enjeux de l'entreprise. Il faut vraiment voir la relation, enfin, l'entretien comme une relation de vente. Il faut garder en tête que vous êtes là pour offrir des compétences. L'entreprise est là pour vous rémunérer par rapport à ces compétences. Donc, vous êtes vraiment dans une position de vente. Vous êtes le produit. Voilà, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais vous êtes le produit et l'entreprise est votre client. Donc, il faut vraiment essayer de faire comment dire, d'expliquer que vous êtes la solution aux besoins de l'entreprise. L'entreprise, elle a un problème. Si elle recrute aujourd'hui, c'est que voilà, elle rencontre une problématique. Donc, l'idée, c'est vraiment de lui expliquer comment vous, grâce à vos compétences, vous allez pouvoir l'aider à résoudre cette problématique. Prenez de la hauteur aussi par rapport à l'aspect opérationnel et réfléchissez à l'importance de ce poste dans l'organisation de l'entreprise. Parce que finalement, les candidats ont tendance à être très focus sur les tâches qu'ils sont amenés à faire au sein d'un poste, mais c'est très factuel et finalement c'est très, comment dire, très terre à terre. L'idée, c'est vraiment de réfléchir à pourquoi ce poste-là a-t-il du sens en interne? Quelle est la mission du poste au sens large? L'objectif, c'est de vous démarquer des autres candidats en prenant en considération les besoins de l'entreprise. Si je reviens à mon poste de gestionnaire RH, c'est pas simplement établir des contrats de travail, établir des attestations, faire des certificats de travail, ou faire du recrutement, donc publier une offre, faire le tri de candidature. C'est pas que ça. Si je prends une vue un petit peu plus macro, c'est être en conformité avec la législation sur la partie justement administrative contractuelle. Ça va être aussi être garante du bien-être des collaborateurs, faire peut-être de la rétention de collaborateurs, fidéliser. Donc, vous voyez, tout ça, en fait, c'est vraiment les enjeux macro d'une entreprise. Et vous, en fonction de votre poste, il va falloir vraiment essayer de réfléchir à pourquoi ce poste, le poste que vous visez aujourd'hui, pourquoi il fait sens pour l'entreprise, pourquoi est-ce qu'il est important. C'est une vraie réflexion à avoir pour justement prendre de la hauteur. Comment répondre aux questions pièges sans transpirer? Alors, il faut savoir qu'une question piège, généralement, c'est une question à laquelle on ne s'attend pas, qui nous prend au dépourvu et qui a tendance à nous déstabiliser. Mais en soi, il y a certaines questions qui ne sont pas des questions pièges. Quel a été votre plus gros échec? Quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée dans votre dernier poste? Et encore bien d'autres. Ce ne sont pas des questions pièges parce qu'à un moment donné, il y a quand même de fortes chances qu'elles tombent en fait le jour J.
on sait que voilà, elles vont arriver. Donc après, il y a soit vous pratiquez la technique de l'autruche, ce que je vous recommande pas, et vous vous dites bon, je croise les doigts et j'espère que ça tombera pas. Soit au contraire, vous décidez de prendre un petit peu le taureau par les cornes et de vous dire bon ben ça c'est des questions qui me mettent en difficulté. Je vais pousser la préparation encore plus loin par rapport à ces questions. Donc voilà, réfléchissez vraiment, listez toutes les questions qui vous mettent en difficulté. Parce qu'il y a certaines questions qui tout de suite peuvent nous déstabiliser. Il faut savoir que ça peut être en lien avec une fin de contrat, avec un licenciement, avec une relation avec un manager, suite à un burn-out. Donc tout ça, c'est des questions qui, voilà, généralement, on sent là dans la communication non verbale que c'est des sujets un petit peu touchy, en tout cas qui ne nous mettent pas bien, pas à l'aise. Donc vraiment pousser la préparation encore plus loin sur ces questions parce que vous allez pouvoir vous préparer un maximum de questions. Et c'est un peu comme quand on passe un examen et qu'il y a une question qui tombe et on a travaillé, on a révisé et on tombe sur cette question et finalement on est content qu'elle nous soit posée parce qu'on connaît la réponse. Là, pour l'entretien, c'est exactement pareil. Plus vous allez pousser la préparation loin sur les questions un petit peu complexes, plus vous allez aussi vous entraîner à répondre à ces questions qui vous mettent quand même mal à l'aise, plus vous allez gagner en assurance et plus le recruteur n'y verra que du feu, entre guillemets une fois de plus, parce que l'idée, c'est pas de le duper, de le tromper, c'est juste d'être à l'aise, vous, avec un sujet qui, de base, vous met dans une situation un petit peu délicate. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai préparé cette liste de 10 questions à préparer. Ça vous permettra d'être plus confiant, d'être plus à l'aise quand elles vous seront posées. Donc là, Mylène, je pense que tu vas pouvoir mettre le lien directement dans le chat. Juste peut-être une aparté. Donc, en fait, le document, normalement, vous pouviez le retrouver dans Documents à distribuer, dans l'onglet Documents à distribuer, mais apparemment, ça ne marche pas. Il y a un bug. Donc, je viens de vous envoyer le lien dans le chat. Vous pouvez directement cliquer sur le lien et télécharger le petit document en un clic. Voilà. Encore désolé du coup pour le bug, mais on a essayé de bien faire, mais visiblement, ça marche. Mais c'est pas grave. Là, vous avez dans le chat. Ouais, c'est la part des aléas. Donc là, vous avez le lien dans le chat et vous pouvez retrouver le petit document surprise directement. C'est un lien Drive. Super. Donc, par rapport aux questions pièges, même si pour moi, elles n'existent pas, réfléchissez aux réponses possibles, pardon, en lien avec votre parcours professionnel et réfléchissez à des exemples de situations. À quel moment est-ce que vous avez dû gérer un conflit en interne avec un autre collaborateur peut-être? À quel moment est-ce que vous avez vécu un échec, en tout cas une mauvaise expérience? Et vraiment, replongez-vous dans le passé pour le coup et essayez de structurer après vos réponses. Donc, il y a une méthode, alors généralement on parle beaucoup, je ne sais pas si vous la connaissez, mais il y a la méthode STAR qui existe. Moi, je trouve que elle est incomplète en tout cas. Et STAR, donc c'est situation, tâche, action, résultat. Entre situation et tâche, la différence est assez mince. Moi, je préfère parler d'une méthode CARB. L'idée, donc, c'est contexte, action, résultat, bénéfice, à la fois pour l'entreprise ou pour soi-même. Je vais vous montrer après un exemple de réponse avec cette méthode-là. Grâce à cette structure de réponse, vous allez vraiment pouvoir avoir une réponse complète. Évitez de vous éparpiller ou de partir dans tous les sens, parce que c'est aussi des fois le risque quand on ne prépare pas ses réponses. C'est de commencer en parlant de quelque chose et puis après, on se perd nous-mêmes en fait dans ce qu'on voulait dire. Donc là, ça vous permet vraiment de poser à la fois le contexte. Par exemple, voilà, donc décrivez-moi une situation conflictuelle dans votre dernier emploi et la manière dont vous l'avez réglée. Donc, vous posez le contexte. Donc là, ça reste un exemple, mais l'idée, c'est d'expliquer ce qui s'est passé. Ensuite, au niveau des actions. Donc, pour résoudre ça, qu'est-ce que vous avez fait? Quelles ont été les actions que vous avez menées? Donc là, pareil dans l'exemple, donc j'ai initié une réunion pour discuter ouvertement des divergences. J'ai écouté attentivement son point de vue, partagé le mien, cherché un terrain d'entente. Nous avons identifié les zones de compromis possibles, élaboré un plan d'action clair. Après, ça peut être encore plus précis au niveau des informations communiquées. Enfin, les résultats. Donc voilà, quels ont été les résultats obtenus par rapport à cette problématique rencontrée? Donc voilà, nous avons pu fusionner nos idées pour optimiser le projet, nous avons respecté les délais, amélioré la qualité du travail, en tirant profit des idées complémentaires, etc.
Et enfin, les bénéfices, donc soit pour l'entreprise, soit pour soi-même. Donc là, l'idée, c'est voilà, ça a renforcé votre capacité à gérer les conflits de manière constructive, à trouver des solutions innovantes. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Cette structure de réponse, alors elle n'est pas valable pour toutes les questions qui vont être posées, mais pour beaucoup, notamment toutes celles qui sont aussi en des questions de mise en situation. Donc ça peut être intéressant vraiment de réfléchir à des exemples et après de poser la structure grâce à cette méthode. Donc de toute façon, il n'y a pas de recette miracle. Si vous voulez être à l'aise le jour J face aux questions, pièges, c'est de s'entraîner et c'est de pratiquer et c'est pourquoi pas aussi de vous filmer et de réécouter et de voir s'il n'y a pas des tics de langage. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent être décelées directement si vous vous enregistrez. Il existe un outil pour vous aider à pratiquer et à obtenir aussi du feedback. C'est un outil, donc Interview Warm-up. Mylène, je pense, va vous partager le lien dans le chat. Donc c'est en anglais. C'est répertorié en fonction de certaines catégories de domaines d'activité. Mais du coup, ça pourrait être intéressant pour vous de tester cet outil pour justement vous sentir plus à l'aise et serein le jour J. Donc, il faut garder en tête que votre mission pendant l'entretien, c'est vraiment de rassurer le recruteur. Parce qu'un recruteur qui est en process de recrutement, il a peur. Il a peur de se tromper. Et ça, on a tendance un petit peu à l'oublier en tant que candidat. Voilà, le recruteur a peur de se tromper, il a peur de foirer le recrutement et de devoir à nouveau chercher un nouveau collaborateur par la suite. C'est de la perte de temps, c'est de la perte d'énergie. Donc voilà, gardez en tête que c'est votre rôle vraiment de le rassurer au maximum pour qu'il comprenne que vous avez bien compris ses besoins et que vous êtes la bonne personne pour occuper ce poste. Alors, une fois l'entretien passé, donc généralement, on se sent plutôt soulagé. Le stress s'envole un petit peu, même si voilà, on attend avec impatience ensuite le retour de l'entreprise. Il faut savoir que après l'entretien, voilà, ce n'est pas terminé. Vous avez encore des actions à mener pour justement faire en sorte de continuer à marquer des points, même après l'échange. Alors, moi, je préconise de faire cette action après l'entretien pour justement continuer à bien suivre la candidature et faire en sorte de donner une fois de plus la meilleure dernière impression possible cette fois. Ça va être d'abord d'analyser votre prestation. Comment est-ce que vous vous êtes senti pendant l'échange? Quelles ont été les questions qui vous ont déstabilisé? Ça, vraiment, je vous conseille de le faire à chaud quand vous venez de sortir parce que généralement, c'est encore bien frais dans votre tête. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Et qu'est-ce que vous feriez différemment la prochaine fois? Donc ça va vous permettre aussi de gagner en clarté et de travailler peut-être certains points pour le prochain entretien. Ensuite, ça va être de réfléchir à la suite à donner. Est-ce que vous avez obtenu toutes les informations concernant le poste ou l'entreprise que vous souhaitiez? Est-ce que vous avez réussi à vous projeter? Parce que c'est important aussi d'évaluer à votre niveau si vous avez envie de poursuivre le processus ou pas. Quelle impression vous a fait le recruteur? Et le poste vous intéresse-t-il toujours? Parce que dans le cas contraire, ça va servir à rien de poursuivre le processus. Et là, je préconise de le mentionner tout simplement auprès du recruteur en disant que finalement, ça ne correspond pas à vos attentes. Envoyer un email de remerciement. Et donc là, ça va être justement quels sont les points marquants de l'échange. Donc, c'est pas simplement dire merci pour la qualité de votre accueil et pour votre temps. C'est vraiment apporter quelque chose de différenciant. De saisir cette opportunité du mail de remerciement pour apporter peut-être quelques points clés sur la discussion que vous avez eue, remettre un petit peu le paquet sur ce que vous avez compris des enjeux de l'entreprise et du poste. Et ensuite, ça va être de suivre votre candidature. Mettez à jour votre fichier de suivi et notez, surtout notez la date de relance. Normalement, en tout cas, j'ose espérer que c'est le cas, mais à la fin de l'entretien, vous êtes censé avoir quand même de la visibilité sur une date ou du moins un délai de réponse de la part du recruteur. Donc, notez ça dans votre fichier de suivi pour après pouvoir être en mesure de relancer. Donc, relancer le recruteur si le délai de réponse a été dépassé. Donc, voilà, si on vous a annoncé une date précise, n'hésitez pas à relancer à partir du lendemain. Si on vous a indiqué un délai, essayez de jauger un petit peu et d'attendre quelques jours pour relancer également. Demandez où en est le processus de recrutement, demandez s'ils ont besoin d'éléments complémentaires.
pour peut-être avancer dans leur décision. Continuez vos recherches, ça aussi c'est très important parce qu'on peut avoir tendance à se dire ça s'est bien passé, je le sens bien, et puis finalement on mise tout sur cet entretien, mais voilà, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit et ça peut s'arrêter. Donc vraiment restez à l'affût des autres opportunités, continuez vos recherches comme si de rien n'était finalement. Et en cas de réponse négative, demandez un retour, vraiment un retour personnalisé, parce que je pars du principe que quand on est arrivé jusqu'à l'étape de l'entretien, on est en mesure en tant que candidat de demander un retour personnalisé, savoir est-ce qu'il y a des axes d'amélioration peut-être à avoir par rapport à votre prestation, est-ce que le recruteur aurait des conseils à vous donner. N'hésitez pas aussi à demander le recruteur en connexion sur LinkedIn, en le remerciant une fois de plus, parce que même si après une réponse négative, on est très déçu évidemment, mais malgré tout, c'est pas encore terminé parce que on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si la personne recrutée va faire le job à ce poste, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, quand bien même, voilà, restez toujours hyper pro, hyper respectueux. Vous pouvez faire part de votre déception, évidemment, c'est humain. Mais voilà, restez toujours, accueillez ça malgré tout avec bienveillance et, et démontrer que vous êtes malgré tout toujours intéressé pour intégrer la structure. Donc, il faut garder en tête que, évidemment, pendant l'entretien, vous n'êtes pas décisionnaire. Par contre, vous avez la capacité d'influencer la décision du recruteur à travers une bonne préparation, à travers votre communication non verbale, à travers un bon pitch, à travers tout ce qu'on a vu pendant cette présentation. Donc, faites vraiment le maximum pour mettre toutes les chances de votre côté et faire la meilleure prestation possible le jour J. Donc, là, je vais vous inviter en fait à rejoindre la communauté Suisse Connexion. Il faut savoir que l'entretien, c'est l'étape finale du processus de recherche, mais voilà, encore faut-il pouvoir y arriver et c'est souvent le plus difficile. Notamment à travers les réponses que vous avez données au début de la présentation, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore décroché d'entretien. Donc, si vous voulez vous donner les moyens d'en décrocher, j'ai créé une communauté, justement, qui repose sur 3 piliers. C'est une communauté qui vous met directement en relation avec un réseau de professionnels de Suisse romande, voilà, plus de 15 personnes référentes de différents secteurs d'activité à différents postes qui sont prêts en fait à partager leur retour d'expérience avec vous. Il y a un pôle aussi d'apprentissage à travers des masterclass que j'animerai directement au sein de la communauté pour justement vous apprendre les bonnes techniques de recherche d'emploi. Donc, ça passe par tout ce qui est clarification du projet professionnel, dossier de candidature, profil LinkedIn, stratégie, développement du réseau, préparation aux entretiens notamment. Et il y a aussi le 3e pilier qui est le soutien et la motivation, parce que donc, à travers cette communauté, là, il y a plus de 60 membres déjà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se soutenir parce que je sais à quel point c'est une période qui est difficile d'être en recherche d'emploi. C'est souvent les montagnes russes et on se retrouve souvent face à soi-même en fait. Même si on est entouré, voilà, c'est toujours un petit peu délicat. Donc là, vous allez être avec des personnes qui vivent la même situation que vous, qui rencontrent les mêmes difficultés et on est tous là ensemble pour se soutenir. Pardon. Il y a déjà une très belle énergie au sein de la communauté. Donc voilà, je vous invite en tout cas à la rejoindre si vous le souhaitez, si vous pensez que c'est pertinent pour vous. Et un point important, les inscriptions ferment le 25 à minuit. Donc, je ne sais pas encore si elles rouvriront parce que c'est un nouveau format pour moi aussi. Donc, l'idée, c'est de pouvoir un petit peu évaluer au fur et à mesure cette nouvelle offre. Donc, voilà, il faut savoir qu'il y a 3 formules d'accès à partir de 33 francs par mois. J'ai voulu faire un format ultra accessible parce que je sais à quel point, quand on est en recherche, on n'a pas forcément les moyens d'investir dans du coaching individuel qui souvent ont des coûts beaucoup plus élevés. Voilà, je pense qu'on va pouvoir passer à la question question-réponse, pardon, Mylène. Merci beaucoup, Christine. J'en profite. J'ai vu que certaines personnes avaient manqué le lien de l'e-book. Je vous le repartage tout de suite dans le chat pour ceux qui l'ont loupé, comme ça, vous pouvez le télécharger.
Merci beaucoup Christine pour toutes ces informations, c'était super intéressant. J'ai Avec reçu plaisir. énormément de questions, donc pendant que tu parlais, j'en ai profité pour en noter quelques-unes. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à les poser dans le chat. Je verrai si on a le temps de répondre à tout le monde ou pas. Une question qui est arrivée au début du webinaire, c'est par rapport à la poignée de main et par rapport au Covid. Est-ce que ça se fait encore en entretien ou pas? C'est vrai, c'est une bonne question. C'est vrai que le Covid, il est venu un petit peu perturber tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même revenu à la normale. Après, une fois de plus, je pense que c'est à vous aussi d'évaluer parce que vous allez voir si la personne en face, quand elle arrive, elle vous tend la main. Bon, ben, voilà, il va falloir répondre. Après, si vous voyez qu'au contraire, non, et ben voilà, ne tendez pas la main pour autant. Mais tout ça, je pense que ce sera adapté en fonction de la situation. Super. Il y a également une question qui est revenue, c'est quand on est père ou mère au foyer, comment l'intégrer au pitch? À un moment donné, voilà, on a parlé du pitch dans la présentation. Voilà. Et cette question est pas mal revenue, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la partager avec tout le monde. Donc, quand on est père ou mère au foyer, c'est ça? Exactement. Comment Donc, on l'intégrer n'a au pas de pitch? poste, on est sans activité professionnelle. Exactement. Et puis comment le justifier? Est-ce qu'on doit en parler? Est-ce que voilà. Ouais. Alors, qu'on soit père ou mère au foyer, c'est une chose, mais je pense aussi que vous avez un profil professionnel. Vous avez sûrement une identité professionnelle. Vous avez occupé un métier par le passé. En tout cas, euh, vous êtes face à un recruteur par rapport à un poste bien spécifique. Donc, ok, on peut être père et mère au foyer pendant un laps de temps, ça peut être possible. Mais je pense qu'il vaut mieux, pour l'instant, en tout cas, centraliser l'échange sur l'aspect professionnel. Donc, en se présentant comme un professionnel à part entière. Parce que même si on est sans activité pro, on reste un professionnel avec un bagage, hein, un bagage de connaissances, un bagage de compétences à apporter. Et après, pour parler de cette période-là, admettons, au niveau de sa carrière, parce qu'il y a peut-être, voilà, pendant quelques mois, la personne a arrêté son activité pour justement s'occuper de ses enfants, et ben, c'est simplement l'expliquer en toute transparence. Je pense qu'il n'y a pas de mal à ça, à partir du moment où on explique que pendant cette période, eh ben, on a voulu se dédier à l'éducation de ses enfants. Il n'y aura aucun souci côté recruteur, à mon sens. Ok, ok, merci Christine. Alors du coup, il y a une nouvelle question qui est arrivée que je trouve intéressante, c'est quand relancer le recruteur après un entretien? Alors moi, ce que je conseille, donc déjà, c'est de repartir avec une date ou à minima un délai de réponse, parce que souvent, là, si les candidats ne posent pas de questions à la fin pour savoir ce qu'il en est, et après, ben, forcément, on ne sait pas, on est un peu perdu. Donc vraiment repartir avec quand même un délai au minimum. Et ensuite, si vous avez une date, c'est de relancer dès le lendemain, par email par exemple, pour pas que ce soit trop intrusif. Et si jamais c'est un délai, bah, attendez peut-être en fonction, je sais pas, 3, 4 jours après, et puis vous relancez à ce moment-là. Super. Il y a une question un peu enfin voilà, pas totalement les entretiens, mais vous aurez bien accès du coup à l'enregistrement du webinaire et du coup dans l'enregistrement vous pourrez visualiser à nouveau les slides. Je vois que la question revient aussi pas mal maintenant dans le chat. Donc j'en profite, petit aparté terminé. Alors du coup, j'en ai sélectionné une autre. Je n'ai pas de retour après mon entretien. Qu'est-ce que je dois faire? Et il y a aussi une autre question qui est pas mal revenue. Désolée, j'en fais deux en une. Je n'ai pas de retour et où j'ai été refusée. Voilà, c'est un peu les deux questions qui reviennent. Qu'est-ce qu'on doit faire dans les deux scénarios? Alors, pas de retour, bah, c'est de relancer. Parce que là, l'idée, c'est que voilà, après un entretien, il va falloir que vous ayez une réponse quand même de l'entreprise. Donc, après, bien sûr, il ne faut pas que ce soit trop insistant, mais relancer par mail, déjà dans un premier temps. Si vous voyez qu'il n'y a toujours pas de retour, bah, patientez peut-être une semaine et relancer à nouveau. Euh, et puis ensuite, la deuxième question, c'était que faire en cas de retour négatif, c'est ça? Exactement. Et ben, en cas de retour négatif, n'hésitez pas à demander vraiment un retour personnalisé pour savoir bah, ce qu'il en est, quelles sont les raisons qui ont motivé leur choix. Vous, ça va vous aider après à prendre un petit peu de la hauteur. Et puis après, bon, des fois, il y a des raisons qui ne s'expliquent pas. Il y a peut-être un profil un petit peu plus euh, en adéquation avec les besoins du poste. Ça, voilà, on ne le saura jamais. Mais c'est vrai que n'hésitez pas vraiment à faire des demandes de feedback. Parce que pareil, je vois trop de candidats qui finalement, ok, ils reçoivent la réponse négative et puis hop, c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé, vraiment. Soignez aussi la fin du processus
et n'hésitez pas à récolter un maximum d'informations. Ok. On en parlait justement au début du webinaire sur la gestion du stress. C'est une thématique qui revient très souvent. Oui. Quelle technique tu peux nous recommander pour voilà, gérer son stress avant, pendant l'entretien? Est-ce qu'il y a des petites astuces? Ouais, alors déjà, bon, la base, c'est vraiment la bonne préparation. Une fois de plus, hein, si on y va bien préparé, on est quand même plus serein. Et si on anticipe un maximum de questions un petit peu difficiles, c'est pareil, on sera beaucoup plus serein et confiant. Donc ça veut dire, voilà, bien se préparer, peut-être aussi aller regarder qui est-ce qu'on va rencontrer. Si on a le nom de la personne, aller checker peut-être son profil LinkedIn, histoire de mettre un visage sur un nom. Ce sera déjà un petit peu plus familier. En tout cas, notre cerveau aura l'impression déjà de connaître, entre guillemets, cette personne. Donc c'est plus l'inconnu. Euh, N'hésitez pas à aller repérer les lieux avant, si ça peut vous rassurer aussi. Et surtout, bon, il faut aussi relativiser, ça reste un échange. Donc, même si je sais qu'il y a un enjeu qui est fort, hein, dès dès qu'on décroche un entretien, l'enjeu il est vraiment là. On veut faire le maximum, mais ça reste qu'une conversation. Donc, vraiment, voilà, on essaye peut-être de redescendre en pression par rapport à ça. Moi, il y a une petite astuce que je recommande aussi à mes coachés, c'est d'écouter de la musique, vraiment une musique qui vous met dans une bonne énergie quelques minutes avant l'échange, pour qu'on se sente justement un petit peu dynamisé et qu'on se sente bien. Et après, il y a d'autres techniques comme la respiration. Peut-être avant l'échange, je sais qu'il y a faire de la cohérence cardiaque. Il y a pas mal de vidéos sur Internet qui peuvent vous aider aussi justement à faire redescendre la pression et à vous sentir plus apaisé. La technique de l'ancrage aussi. Ça, c'est pareil, je ne suis pas expert dans le domaine, mais vous pourrez aller voir sur Internet. Ça peut même être pratiqué au moment de l'entretien. Donc ça, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Euh, mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir justement vous remémorer en fait un instant de bien-être en faisant un petit geste que vous aurez justement ancré en fonction d'une situation vécue. Ça peut être intéressant. Mais une fois de plus, je ne suis pas experte sur ces sujets, donc n'hésitez pas à aller regarder directement technique d'ancrage, technique de respiration. Et il y a aussi la visualisation, tout simplement. C'est essayer quand même de mentalement de se faire un petit peu le film du déroulé de l'entretien, en essayant de se projeter pour faire en sorte que voilà, notre cerveau intègre aussi les différentes étapes, qu'on intègre les réponses qu'on va donner, la pratique, beaucoup de pratique également. Et dernier petit conseil bonus, euh, moi je conseille de prendre aussi des gouttes de rescue. Ça s'achète en pharmacie et c'est des petites gouttes aux fleurs de bac. C'est pas mal aussi pour se sentir un petit peu plus serein pour le jour J. Merci Christine. Du coup, j'en profite parce qu'on reçoit beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut poser des questions à la fin d'un entretien d'embauche? Et puis, quelles sont les meilleures questions à poser pour montrer voilà, qu'on est motivé et montrer son intérêt? Ouais. Alors, un grand oui, il faut poser des questions à la fin de l'échange. Pour moi, c'est vraiment ça un non négociable. Il faut que vous posiez des questions. De toute façon, de base, vous devriez en avoir en fait des questions à poser parce que généralement, on ne connaît pas tout du poste. Moi, je conseille d'en poser une en lien avec le poste. Donc, ça peut être par exemple demander quels sont les défis associés au poste, par exemple. Euh, Après, d'en poser une autre en lien avec l'entreprise. Là, pour le coup, ça peut être quels sont vos objectifs moyen long terme. Et puis, la dernière, c'est justement sur la suite du processus. Savoir voilà, quelle est la suite du processus et sous quel délai est-ce que je peux espérer avoir une réponse de votre part. Il y en a une autre aussi qui peut être intéressante après, c'est pour quelle raison le poste est-il vacant. Généralement, ça permet une fois de plus, ça c'est à votre tour un petit peu d'analyser le non-verbal du recruteur, parce que, voilà, il faut dire ce qui est. Hein. Il y a des fois des entreprises sont pas non plus hyper transparentes avec les candidats. Donc, en questionnant, essayez de voir un petit peu si voilà, le langage corporel est cohérent avec le discours. Ça peut être un bon moyen après aussi pour vous positionner par la suite. Super, merci Christine. Et alors, il y a aussi également une question qui est revenue très souvent, c'est comment aborder la question du salaire pendant un entretien, comment négocier son salaire, etc. Ça, c'est également une thématique qui est pas mal revenue. Alors moi, je recommande quand même de laisser le recruteur aborder le sujet en premier. Donc c'est à lui de le faire en temps normal.
Si jamais il vous demande vos prétentions salariales, c'est d'être suffisamment au clair avec votre valeur sur le marché. Donc, c'est à vous vraiment de faire un travail un peu d'enquête en amont sur ben, combien est-ce que vous pouvez prétendre à ce poste. Donc, allez voir peut-être les enquêtes qui sont faites par les cabinets de recrutement. Allez voir aussi sur JobUp. Je sais que vous donnez, il y a un onglet qui permet de savoir un petit peu, d'avoir une fourchette en tout cas de rémunération. N'hésitez pas à aller voir aussi sur Glassdoor et pourquoi pas contacter des consultants qui sont en cabinet, qui eux ont une très forte expertise en fonction du secteur d'activité, qui sont à même en fait de pouvoir aussi vous aiguiller par rapport à ça. Donc voilà, faut vraiment que vous soyez en mesure de donner une fourchette, en tout cas de rémunération. Et après, en ce qui concerne la négociation, j'ai envie de dire, idéalement, il faut le faire avant même la signature du contrat, parce qu'après, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir espérer en avoir une, en tout cas dans un délai assez proche. Des fois, ça peut être une négociation à la fin de la période d'essai, par exemple, avec une augmentation de quelques centaines de francs à l'issue de la période d'essai. Donc voilà, ça après, c'est une fois de plus, c'est bien avoir conscience de ses compétences et pourquoi en fait vous êtes en mesure de négocier le salaire en fait, parce qu'il faut pouvoir le négocier avec un certain bagage, avec des vraies raisons. Euh, donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, très bien, merci. Peut-être encore deux questions et puis je pense qu'après on va terminer. Il y a une autre question qui est aussi pas mal revenue que je trouve intéressante par rapport aux entretiens d'embauche en ligne. Ça se fait de plus en plus par rapport aux entretiens d'embauche en présentiel. Est-ce que tu aurais des conseils pour bien réussir son Ouais, entretien? c'est une bonne question parce que c'est vrai que ça se fait de plus en plus hein, aujourd'hui. Euh, Moi, je pense qu'il faut vraiment pas minimiser l'enjeu, même si c'est un entretien en ligne. Il faut vraiment que vous vous prépariez comme si c'était un entretien en présentiel, parce qu'en fait, finalement, ça ne change pas grand-chose. Le seul truc, c'est que vous êtes dans un environnement que vous connaissez, mais malgré tout, on peut avoir tendance en fait à se relâcher un petit peu par rapport à ça. Donc vraiment, même préparation que pour un entretien présentiel. Des points de vigilance supplémentaires quand même par rapport par exemple à la connexion. Il faut vraiment vous assurer que vous ayez une bonne connexion, à la qualité du son aussi, à être dans un environnement qui soit calme, voilà, pas de bruit perturbateur par exemple qui peuvent être gênants pour votre interlocuteur. Regardez la caméra aussi, ça peut être bête mais c'est important de le faire. Et puis voilà, bonne luminosité aussi. Ça, c'est important de se mettre dans un endroit où on n'est pas à contre-jour, mais au contraire face à une fenêtre, une source de lumière, pour que la personne nous voit bien. Mais voilà, et faites attention parce que j'ai eu des anecdotes partagées par les recruteurs récemment, et c'est vrai que faites attention, même s'il y a des personnes qui sont avec vous, vraiment prévenez-les que vous êtes en entretien et que personne ne passe derrière, parce que voilà, ça aussi, c'est des choses qui impactent quand même votre côté professionnel. Super. Bon, allez, on prend une dernière question. Donc, la dernière question, c'est comment récupérer et comment faire si je fais une erreur ou que je vois que je donne une mauvaise réponse pendant un entretien? Comment rebondir? Comment réagir? Alors, si on s'en rend compte vraiment à l'instant où on est en train de vous parler, moi, pourquoi pas dire, écoutez, est-ce que vous m'autorisez à reprendre la réponse? Et puis à ce moment-là, on recommence. Si jamais ça intervient après l'entretien, où là on se rend compte, on se dit ah mince, j'aurais pas dû dire ça, profitez du mail de remerciement pour justement rebondir sur cet aspect ou cet élément que vous avez mentionné alors que vous n'auriez pas dû, parce que voilà, on est tous à même de se tromper, de faire des erreurs, on est humain, donc l'important c'est juste de le dire, de l'assumer en fait, et puis d'essayer de rectifier le tir quand même à travers l'email de remerciement, ça peut être l'occasion. Super, merci beaucoup Christine. Alors, je Avec suis plaisir. vraiment désolée, on manque de temps, donc on va pas pouvoir répondre à tout le monde. Donc, on va bientôt clôturer ce webinaire. J'espère sincèrement que ce webinaire vous a plu et que vous avez pu apprendre plein de choses sur la thématique des entretiens d'embauche. Je vais vous partager tout de suite un lien dans le chat. Voilà, c'est fait. C'est la page JobUp dédiée en fait au webinaire où vous pouvez retrouver tous nos précédents webinaires avec tous les enregistrements ainsi que les précédents qui arrivent. D'ailleurs, j'en profite, petite pub. Notre prochain webinaire aura lieu le 4 mars et vous donnera des conseils pour réussir votre réseautage.
Si jamais, dernière petite précision, quand vous allez fermer le webinaire, on va vous proposer de donner votre avis. Ça nous ferait très plaisir si vous pouviez nous partager voilà, ce que vous avez pensé du webinaire, si ça vous a plu. Voilà. Merci beaucoup, Christine, pour Merci à toi, Mylène. et puis pour ta présence. Voilà, ça m'a fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui. Voilà. Et puis, parce qu'on se reverra. Pareillement. Ouais, bah, en tout cas, je souhaite plein de bonnes préparations aux entretiens pour les candidats. Et voilà, j'espère que ça fonctionnera pour eux, en tout cas, grâce à ces conseils. Merci à tous pour votre présence et puis beaucoup de succès dans votre recherche d'emploi. Merci à tous et puis à bientôt. À bientôt.